Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Comment bien préparer son premier ultra trail? Quelles sont les erreurs à éviter et les conseils à suivre absolument? L'ultra, est-ce vraiment fait pour tout le monde? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Safe Pace, c'est parti! Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à nos partenaires Oka et iRun qui accompagnent tous les passionnés dans leurs aventures. Oka, partenaire principal de l'Ultra Trail du Mont Blanc, puise son inspiration ici, dans les montagnes, pour concevoir des chaussures qui permettent d'aller plus loin, plus vite sur tous les terrains. Et grâce à iRun, le leader dans la distribution d'équipements trail, running et outdoor, toute la gamme Oka ainsi qu'une large sélection de produits sont disponibles pour accompagner tous les athlètes, quel que soit leur niveau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iRun.fr. Pour ce nouvel épisode de Safe Pace, on a la chance de se retrouver ici, à Chamonix, pendant le plus gros événement trail de l'année, puisqu'on est pendant la semaine de l'UTMB. Et on retrouve évidemment l'équipe d'experts de Safe Pace qui sont en pleine forme. Hugo Tormento, double champion du monde de swimrun. Ça va? Ça va bien? Pleine forme. Bien Les vacances t'ont fait du bien? Carrément. Parfait. Fred Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon. Ça va super. Et Charlotte Morel. Ouais, je t'ai pas demandé comment ça allait. Toi. Ouais, mais je te le dis quand même. Tu vois, t'allais bien quoi qu'il arrive. Voilà. Et Charlotte Morel, championne d'Ironman, qui n'était pas là lors des précédents épisodes parce que vous avez eu un petit événement. Oui. Je suis de retour maintenant, voilà, en pleine forme. La naissance de votre enfant. Un gros événement. Félicitations. On est content de te retrouver, Charlotte. Merci. Et avec nous aujourd'hui pour nous aider, vous qui nous écoutez et nous regardez, à préparer votre premier ultra, on a deux invités prestigieux qu'on a la chance de recevoir dans Safe Pace. Salut, Ludovic Pommeret. Salut. Ça va ? Ça va. Je suis intéressé de savoir d'avoir les réponses. Non, c'est parce on comptait sur toi pour avoir les réponses, justement. Bon, je ne sais pas si on a vraiment besoin de te présenter. À 50 ans, Ludo, tu es une légende vivante de l'Ultra Trail. Je pense qu'on peut dire ça. Tu viens de remporter la Hard Rock 100 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive, après avoir, entre autres, remporté la Diagonale des Fous en 2021, l'UTMB ici à Chamonix en 2016. Et tu t'alignes cette année encore sur cette course mythique. Et tu viens d'écrire un livre, ce livre que je montre à l'image, qui s'appelle À Contretemps. Ça raconte ton parcours et ça sort en librairie en septembre. On vous le conseille, c'est vraiment super. En tout cas, merci d'être avec nous juste avant ta course. Notre deuxième invité aujourd'hui, c'est Claude Dartois. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans Safe Pace, Claude. On te connaît sous le nom de Claude Kollanta, puisque c'est comme ça que tu t'appelles sur les réseaux. T'as 46 ans et la plupart des gens te connaissent parce que tu as été triple finaliste de l'émission Koh-Lanta. Mais au-delà de cette notoriété acquise à la télé, tu es aussi un athlète et tu pratiques l'ultra trail. Tu participes notamment ici à l'UTMB, donc gros challenge. Ça va? Tu te sens comment? Ouais, tranquille, c'est l'aventure. De toute façon, c'est ça qu'on vient chercher. C'est la première fois? Première fois sur un 100 miles, ouais. Et autant le faire à Chamonix, en vrai. Bon, tu vas pouvoir nous donner des conseils en tant qu'athlète amateur plus. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et Ludo va pouvoir te donner des conseils peut-être juste avant la course. Juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément au courant, c'est quoi un ultra? Qu'est-ce qu'on appelle ultra trail, Ludo? Ouais, alors la définition est difficile parce que les ultras, ça peut commencer à partir de 50, 80, enfin voilà. Mais nous, ce qu'on appelle ultra, c'est souvent en fait 100 miles, mais c'est une distance, ça correspond à une distance. D'accord. Mais c'est au moins à partir de 100 miles, mais 100 miles, ça la fait vraie définition de l'ultra, il y en a pas. Chacun fait un peu la sienne. Et voilà. Enfin, dans le passé, on disait un peu à partir de 80. À partir de 80 km. 80 km, mais ouais, qu'est-ce que c'est? Un marathon, c'est déjà quand même long aussi. C'est ça, moi j'ai lu qu'un ultra, c'était tout ce qui était au-dessus d'un marathon. Ouais, donc définition, je sais pas, il n'y a pas de définition vraiment officielle, quoi. Mais là, par rapport, pour ce qu'on parle, enfin pour l'UTMB, on parle des distances 100 miles. 100 miles, ça fait combien de kilomètres? 162 km. Alors UTMB, il dépasse un petit peu, parce qu'on est bien sur 174, 17. Moi, je vais pas... Il a 30 km près. De toute façon, t'es plus à 1 km près à ces distances. Voilà, en saupoudre. Voilà, et puis, donc on est en trail, donc il y a une notion aussi de dénivelé. Et pour l'UTMB, c'est à peu près autour de 10 000 mètres. Ouais, c'est ça.
Tu sais que tu vas faire tout ça. Hein. Je sais. Je préfère pas y penser. C'était quand ton premier ultra? Moi, j'ai mon premier ultra. Vraiment, la plus longue distance que j'ai parcourue, c'est le Saint-Jacques, UTMB, là, 137 km et 6000. Donc là, il faudra ajouter une petite OCC quand même derrière. Et voilà, après, j'ai fait plusieurs 100, mais ultra, ouais, comme disait Ludo, en vrai, c'est propre à chacun. Je pense à partir du moment où c'est déjà quelque chose de difficile et de très très long, où tu passes beaucoup d'heures, c'est déjà quelque chose d'ultra. Pourquoi tu t'es mis à faire des ultras? Moi, en fait, c'est un peu la quête à l'aventure. J'aime cet esprit qu'il y a dans l'ultra de partir en sachant pas forcément comment ça va se dérouler parce que justement, tu pars sur tellement d'heures et que le temps peut changer, ta forme peut évoluer et tu dois t'adapter en permanence. Et moi, cette faculté d'adaptation, c'est ce qui me fait vivre au quotidien depuis que je suis tout petit et c'est ce que je viens chercher sur un ultra en vrai. Contrairement à un marathon où c'est très réglé sur une Un marathon, allure, oui. là, il y a des imprévus en permanence, quoi. Bah oui, là, forcément, le mental, l'alimentation, l'environnement, il y a tout qui prend une part très importante dans ta course. Donc, le marathon, oui, tu pars sur un tempo que tu as travaillé, c'est réglé, tu es à la minute près, à la seconde près, tu sais comment ça se déroule. L'ultra, c'est totalement différent. Et tu arrives à retrouver un peu des émotions que tu as pu vivre à travers Koh-Lanta ou c'est ouais, complètement différent? c'est le fait d'être en pleine nature, dans des montagnes, sur des sommets. À un moment donné, tu te sens tout petit quand tu passes sur une crête. T'as le vent, t'as le froid, enfin voilà, ça change tout. Puis après, tu vas être dans la forêt, puis après, tu vas être encore sur un autre sentier. C'est technique, c'est roulant. C'est tout ça que j'aime en vrai. C'est une course-aventure, comme je l'appelle. Après, bon, pour les élites, eux, c'est vraiment des courses-courses. Ils passent un temps minimum, donc en vrai, ça fonce. Ouais, c'est parce qu'on est feignants, nous. Ludo, toi, c'était quand ton premier ultra? Pourquoi tu t'y es mis? Ça a été quoi le déclic? C'est plus le défi que l'aventure, en fait. Ouais. C'est justement de se dire, ouais, ça paraît tellement gros, tellement difficile, ouais, il faut y aller, quoi. Donc c'était un petit peu ça, mais je me suis cassé les dents parce que mon premier, c'était en 2000, parce que ça partait de mon village, ça partait de Valloire. C'était un 106 bornes qu'on pouvait faire à pied, en marchant. D'accord. Pas en courant, à pied, évidemment, à pied, mais... Ouais. Donc, tout ça, vous le verrez dans le livre. Ne voile pas tout. Je vais pas tout dire, sinon après, vous n'allez pas vouloir acheter. Non, mais ouais, c'était un petit peu ça, et donc je l'ai raté. Et puis, j'ai essayé aussi l'UTMB 2004-2005, que j'ai raté aussi. Hein, donc, voilà, il m'a fallu un petit peu de temps. Mais c'était ça qui me motivait, c'était d'essayer de faire un défi et de parvenir à ça. Non, évidemment. Ça a été long de parvenir. Mais je suis un peu comme réellement, c'est le défi évidemment qui est primordial, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et ce qu'on est capable de faire, d'endurer. Donc c'est le défi en primordial, mais c'est vrai que ça reste de l'aventure, tu vois, en gros, pour moi. Donc les deux réunis, évidemment, c'est le combo gagnant. Alors, il y a encore quelques années, c'était une discipline, l'ultra, qui était réservée à un petit nombre de pratiquants, qui était vu comme extrême. Ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Il y a une étude là, de Run Repeat qui date de 2020 et qui explique que la participation à des ultra-trails a augmenté de 1600% en environ 20 ans et de 345% au cours des 10 dernières années. Il y aurait aujourd'hui plus de 600 000 ultra-trailers dans le monde, c'est-à-dire qui ont fait au moins un ultra-trail. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Et la France, ça je ne le savais pas, est le premier pays de l'ultra, puisque 0,13% de la population a déjà fait un ultra-trail. Ça paraît petit, mais c'est quand même pas mal. En deuxième position, on a le Japon, avec 0,1%, et la Chine, avec 0,07%, qui est en troisième position. Et les Américains sont loin derrière, puisqu'il y a seulement 0,02 des Américains qui ont fait un ultra-trail, 0,02% des Américains. Comment on explique cette... explosion de la discipline, particulièrement en France, Ludo? Je pense déjà ça, cette recherche de défis, d'aventure, et puis c'est quand même des environnements où on évolue qui sont assez sympas, je sais pas. Ça change pas mal. Je pense qu'il y a l'exposition aussi. Aujourd'hui, l'exposition elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a été à l'époque. Les gens sont plus au courant que ça existe. Moi, je pense pas que mon père il avait entendu parler de courses sentiers ou de nature. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de papas qui connaissent et qui voient ça et entendre parler. Donc au final, le fait que ça s'ouvre, ça permet à beaucoup de personnes de s'y tester et ça fait qu'augmenter, ça augmentera tout le temps de toute façon. Alors c'est un phénomène qui touche pas que les hommes, c'est important de le noter. Beaucoup de femmes se mettent aussi à l'ultra. D'ailleurs, c'est une des disciplines où l'écart de niveau entre hommes et femmes est le plus faible, l'ultra trail. Plus la distance est longue, plus l'écart de rythme entre les sexes se réduit. Sur 5 km, les hommes courent 17,9% plus vite que les femmes.
Sur marathon, la différence n'est que de 11%. Sur 160 km, l'écart se réduit à seulement 0,25%. Et au-delà de 313 km exactement, les femmes sont même 0,6% plus rapides que les hommes en moyenne. Sur les très très longues distances, les femmes sont plus rapides. Tu le constates ça, Ludo ? J'ai jamais fait aussi long, mais oui. Enfin, j'ai quand même terminé plusieurs fois derrière des féminines, et puis on voit en fait qu'il y a une différence sur les longues distances, mais ça s'explique relativement facilement en fait sur les courtes distances. On a besoin de physiologies qui sont différents. Et sur les longues distances, on a quand même une partie plus résistance, plus mentale. Et c'est un peu connu déjà que les femmes ont peut-être un plus gros mental que les hommes, quoi. On est on va pas se l'avouer, ça se vérifie en ultra, où parfois des femmes font des performances stratosphériques loin devant des élites hommes, d'ailleurs. C'était le cas sur la Hard Rock que tu as faite cette année avec Katy Scheid, c'est ça, qui finit 6e au scratch. Oui, Katy Scheid qui finit 6e. Courtenay Walter aussi. Courtenay et Katy qui ont terminé aussi sur l'UTMB, en fait. Est-ce que Katy a peut-être pas terminé dans le top 10, mais Courtenay a terminé dans le top 10. C'est quand même une course assez challenge, quand même. Ouais. Donc, ça... Mais même, il y a déjà eu des féminines qui ont gagné sur les scratchs, en fait, sur des longues distances. Toi, tu disais que tu es déjà arrivé pendant ta carrière pro derrière des athlètes féminines. Oui, la Western derrière Courtenay. D'accord. Et puis après, sur des courses plus courtes, même à Sierzinal, j'étais derrière des féminines. Ouais. Charlotte, tu penses que effectivement l'aspect psychologique de résistance à la douleur, notamment à la souffrance des femmes, joue sur leur performance en ultra? C'est lié à l'accouchement. Je pense qu'on est fait physiologiquement pour endurer peut-être des choses plus dures que les hommes. Mentalement aussi, la résistance, l'endurance, la force mentale d'une femme, c'est ça, c'est ce que tu dis. Et je pense que physiologiquement aussi, on n'a pas la même VO2 max, on n'a pas la même explosivité. Alors VO2 max, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la capacité du corps à utiliser l'oxygène de manière efficace. Donc plus la VO2 max est élevée, plus on peut espérer des performances élevées en endurance, quoi. C'est ça, pour résumer. En endurance courte. Endurance. Et justement, sur tout ce qui est effort trail assez court, les hommes ont quand même des capacités bien plus élevées que les femmes, et c'est donc pour ça qu'on voit plus d'écart sur des courtes distances que des longues distances. Ouais. Alors on va entrer dans le vif du sujet, puisque le titre de cet épisode c'est comment bien préparer son premier ultra. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont besoin de vos conseils, Ludo et Claude. C'est dommage. J'attendais les conseils. Déjà, qu'est-ce qui change entre un marathon et un ultra ? Dis-lui que tout est dans le livre. Qu'est-ce qui change entre un marathon et un ultra, Ludo ? Marathon route ou marathon un marathon route. La différence entre un 42 sur route et un ultra. Non, comme le disait Claude, déjà, marathon, on est très basé en fait sur le rythme, sur l'allure. Et je pense qu'il est important sur un ultra et sur un trail en particulier, c'est plus d'être à l'écoute de ses sensations et d'être moins fixé sur un rythme. Justement parce qu'il y a des variations de terrain, variations de pente, mais même quand on prend des métriques, en fait, on va se dire cette section-là, je peux la faire en tant de temps, mais si on ne connaît pas le terrain, il n'y a aucune chance que ça se réalise. Ça peut être 10 km de plat, mais on est dans les lapias et ça avance pas. Et voilà, si on se base que sur des métriques, sur des données, je pense qu'on va un petit peu dans le mur. On est moins fixé sur sa montre que sur un marathon sur route. Il faut accepter aussi beaucoup plus de variations en fait, de sensations. Où on va avoir des moments en fait où on va être plus dans le dur, mais on sait qu'il y a des moments où on va plus récupérer, peut-être un peu plus ce qu'on va retrouver un peu en vélo. Alors vélo quand on est plus dans l'école, je parle pas en tri quand t'es dans le guidon et puis t'es un petit peu posé. Où je pense que là on se rapproche. J'ai pas l'expérience, mais on se rapproche plus d'un effort marathon qui est beaucoup plus linéaire. Mais c'est accepter en fait ces différences de rythme et aussi même de ressenti en fait, d'avoir à pousser un petit peu. Et du coup, dans tout ça, est-ce que tu as une métrique ou une sensation que tu essaies de garder comme constante
qui te permet un peu en fait de rallier l'arrivée dans la meilleure des formes? Est-ce que c'est le cœur, par exemple, que tu suis? Est-ce que c'est une sensation vraiment? C'est vraiment la sensation. Moi, je travaille pas au cardio. Alors, j'en mets un parce que j'aime bien aussi un petit peu analyser après. Et surtout, j'ai un partenaire. Il faut que si tu nous expliques ce que ça veut dire la sensation, parce que la sensation, au final, ça veut tout et rien dire. Quelle sensation, toi, du coup, tu recherches? Quel moment tu arrives à travailler cette sensation et qu'est-ce qui détermine une bonne d'une mauvaise sensation? C'est entre la sensation et aussi l'expérience. Par exemple, sur une course, en fait, comme une UTMB que j'ai fait plusieurs fois, je sais, il y a des endroits en fait où j'aimerais courir et des endroits où, même si en début de course, je pourrais courir, je vais pas courir en fait. Et c'est ce que je vois souvent en fait. Le début de course, moi, ça me paraît de plus en plus hallucinant en fait. Je vois le début de course. Jusqu'aux Ouches, je suis pas trop loin de la tête de course. Après, on monte col de Vosa, qui est quand même un col où il y a des portions qui sont très raides, et tout le monde court. Et moi, j'essaye de me baser, me dire, est-ce que dans 50 ou 80 km, est-ce que ce col-là, je pourrais le faire en fait en courant? Et voilà, c'est ce qui permet un petit peu d'adapter mon allure. Mais c'est difficile de trouver son allure et de se dire entre je suis trop dans le confort et du coup je perds trop de temps, ou je suis trop vite et je vais le payer après. C'est toujours difficile. Enfin, souvent on me dit à quelle allure faut que je parte. C'est aussi l'expérience finalement qui. Un petit peu l'expérience. Et au final, qu'est-ce qui est le plus bénéfique? Est-ce qu'il est plus bénéfique d'être très linéaire en fait, du début à la fin? On n'est pas linéaire, mais très constant dans l'effort ressenti, ou d'être rapide au début et baisser, quitte à essayer de baisser un peu moins. Quoi qu'il arrive, tu mets des œillères. En fait. C'est le problème de quand tu joues la tête de course, quand tu joues la gagne, évidemment. On n'est pas du tout dans ces mêmes proportions. Tu te fies à quoi sur un en fait, je pense que tout dépend déjà des objectifs des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent juste rallier l'arrivée, d'autres qui veulent viser la gagne, d'autres qui veulent faire un chrono honorable, etc. Et en fait, en fonction de ça, c'est par rapport aussi à tes entraînements. Mais moi, je sais par exemple, si Ludo il part et des fois c'est difficile pour lui de laisser partir les autres, parce qu'il se dit je prends beaucoup de retard sur eux, mais la course elle est longue, et on l'a vu sur plusieurs courses que tu as faites en étant dans le top 50 au début, en étant assez loin, tu reviens quand même assez fort sur la fin. Ça veut dire que tu te connais bien. Moi, je pense qu'en fait, tu dois jamais monter au rythme qui n'est pas le tien. Ça veut dire qu'en vrai, c'est le plus gros danger, c'est toujours ça. C'est quand tu es dans une côte avec quelqu'un, de s'accrocher à lui et de voir qu'en fait, tu chauffes trop, parce qu'en fait, son rythme ne te convient pas. Donc, des fois, le lâcher, c'est se forcer, mais c'est être toujours en aisance suffisamment. Alors, le cardio, je le regarde pas non plus, mais tu dois le sentir, en fait. Si tu commences à trop chauffer, ça bat un peu trop fort, et tu as une cadence, cette cadence-là, tu vas pouvoir la tenir sur un laps de temps très court. Dans ce cas-là, arrête-toi, en fait, et ralentis, parce que tu vas la payer plus tard. Évidemment, et puis quand c'est des côtes qui font 1000 mètres, tu peux le tenir sur 200 mètres, mais tu vas pas le tenir sur 1000. Donc en vrai, ça sert à rien. Et vaut mieux essayer de s'écouter. Il faut vraiment s'écouter et pas essayer de prendre les roues ou les baskets. S'écouter. Ça, je pense que ça va être le mantra de ce podcast pour les personnes qui nous écoutent et qui préparent un premier ultra. C'est quand même une expérience assez dingue à préparer. S'écouter, faire confiance à ses sensations, être moins fixé sur la montre que si on prépare un marathon ou une course sur route. Et mettre mot la régularité aussi. Et la régularité. Ludovic, est-ce que, je la pose tout de suite cette question, comme ça après c'est réglé, est-ce que tu as une méthode magique pour préparer un ultra trail? Une méthode qui marche à tous les coups? Une méthode magique et secrète. Vous pouvez le retrouver dans le livre, à la fin du livre. Non, j'imagine qu'il n'y a pas de méthode magique qui fonctionne à 100%. Il n'y a pas de méthode magique. Et puis surtout, en fait, sur de la longue distance, comme ça, en fait, moi aussi, j'apprends ce qui peut me convenir. Et puis, je pense que c'est apprendre à ce qui convient à chacun. Et il n'y aura pas de méthode universelle. Combien de kilomètres par semaine il faut courir pour préparer un ultra? Par exemple, un 80 km, un 100 km, un 160 km. Comment on fait la jauge kilomètre à l'entraînement par rapport au kilométrage de la course, Ludovic? Ça, c'est quand même très individuel. On va être très opposés là, je pense. Alors, non, mais, par exemple, toi, tu cours combien de kilomètres par semaine en phase de préparation, Ludovic? Ça dépend, c'est très variable. Moi, ça va de 150 à 200, donc c'est très variable, mais c'est quand même, une fourchette. Une fourchette élevée. 100 km. Claude? Je n'ai pas dépassé les 70 km.
pour préparer l'UTMB. Ouais, après, j'ai donc 170. J'ai comblé avec du Sur une vélo. sortie, tu veux dire. Par jour, Non, rassure-moi. en vrai, moi, je suis un vrai. Alors, moi, je suis pas un bon exemple parce que je suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de volume, des volumes extrêmes, des 150 C'est un bon kilomètres. exemple, justement. Ouais, mais moi, je suis sur la régularité. Après, on a des vies qui sont forcément opposées les uns les autres. Et on fait en fonction aussi de nos vies, de nos obligations. Moi, je pense que déjà un minimum, de 4 bonnes sorties par semaine avec forcément des zones différentes à travailler et une régularité, avec une bonne hygiène, etc. Tout le long du vélo, ça suffit à pas trop souffrir. On va souffrir, mais ça va suffire pour Finir la course. Si tu veux des objectifs de temps, il faudra forcément en mettre beaucoup plus. Mais c'est là, en fait, toute la balance qu'il faut trouver. Quel est ton souhait et qu'est-ce que tu peux mettre à cet objectif-là en place pour t'emmener dans cet objectif. Mais donc là, pour préparer ton UTMB cette année, qui fait donc un peu plus de 170 km, tu as couru maximum 60 km par semaine. Ouais, j'ai commencé tard, j'ai pas mal dansé au début d'année. La danse, ça fait. D'accord. Ça regarde le cardio un peu, je pense. En soi, après, je vais le payer, c'est sûr. Mais peu importe, j'ai pas pu faire plus, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que c'est une idée reçue? C'est une idée qui circule, qu'on voit parfois sur les réseaux, que pour préparer un ultra de telle distance, donc par exemple un ultra de 80 km, il faut que je fasse au moins 80 km par semaine. Est-ce que c'est vrai ça, Ludovic? Moi, j'aime bien me baser un petit peu là-dessus, mais pas toute l'année, quoi. D'accord. C'est-à-dire en phase de préparation. Il y a une période en fait où on va faire une montée en charge à X semaines de l'objectif et on va être à cette charge maximale en fait. Alors justement, c'est variable, ça peut être 2, 3, 4 semaines en fait avant l'objectif. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit progressive parce que c'est là où il y a le plus de risques de blessure. Bien sûr, on va en parler des risques de blessure et de la progressivité, mais c'est un mémo intéressant à avoir pour les personnes qui nous écoutent, quoi. Si on prépare une course d'ultra, en phase de préparation au max, on peut essayer d'avoisiner la distance de la course sur la semaine, quoi. Voilà. Après, comme je l'ai déjà dit, en fait, faut trouver ce qui convient, tester, et puis il n'y a pas de méthode universelle, même s'il y a des grandes lignes. Mais en tout cas, on peut quand même dire aux personnes qui nous écoutent que préparer un 100 km en courant 10 km par semaine, c'est pas une bonne idée, quoi. Ça risque de tirer un peu. C'est pareil. Avec ces entraînements, tu vas peut-être arriver au bout, mais tu as aussi beaucoup plus de risques en fait, d'avoir une blessure. Parce que tu payes ensuite sur le manque de volume. Donc il y a le volume d'un côté. Je peux aller m'entraîner parce qu'en fait, je n'ai pas fait assez cette semaine. Est-ce que je peux aller faire quelques heures? Le boulot est fait, Claude. La course est dans 3 jours, c'est fini. Tu peux pas rattraper. Il y a donc le volume. Il y a aussi effectivement l'intensité. Dans un ultra, c'est très long, mais c'est aussi en général très vallonné, c'est le moins qu'on puisse dire, avec beaucoup de dénivelé positif. Est-ce qu'il y a des séances d'intensité en côte à faire absolument dans une prépa pour un ultra? Ça fait partie des indispensables. Des séances, en fait, je trouve qui sont importantes, c'est quand on travaille en fait montée et descente. Donc, par exemple, on fait quelque chose qui peut être 8 minutes en montée, on descend taquer aussi ce qu'on est monté, et on refait en enchaînement directement la moitié, genre 4 minutes. Donc ça permet de bien, et puis récup en descente. C'est des enchaînements que je pense qui sont pas mal pour aussi travailler la descente. Donc la séance que tu viens de décrire, c'est 8 minutes en montée à fond, 8 minutes en descente à fond. Pas 8 minutes en descente, parce qu'on descend quand même. Ah oui, on est monté, normalement. C'est là que tu vois que je fais pas d'ultra trail. Retourne au point de départ. Retourner au point de départ et on réenchaîne sur une intensité en montée. Et on fait ça. La moitié de la première. Ok. En gros, et combien de fois on fait ça? Ça peut être variable, c'est 2, mais c'est pas tant que ça, mais c'est 2-3 fois, quoi. Ouais. Ok. Ça fait déjà une bonne séance. Fred, toi qui es coach, est-ce que tu valides ce que vient de dire complètement. Ludo? Il y a deux gros points positifs dans ce genre de séance. C'est déjà le fait de courir en montée et en descente sur l'aspect technique. Donc ça t'apprend à courir en montée, en descente sur des chemins un peu accidentés. Donc tu travailles forcément la technique et l'aspect physio. Même physio et musculaire, donc la résistance en descente, le travail excentrique indispensable, etc. Plus l'aspect cardio en montée. Bon, c'est la séance parfaite pour faire un global de tout ce qu'il faut pour l'ultra-trail. S'il faut choisir entre travailler en priorité les montées ou travailler en priorité les descentes, faut pas choisir. C'est pas vraiment la même chose en vrai. Ouais. C'est pas du tout les mêmes muscles et tout. Moi, je préfère les descentes que les montées généralement. Mais non, mais je dis ça parce qu'on dit souvent
tu peux gagner beaucoup plus de temps en étant un bon descendeur Ouais. qu'en étant un bon monteur. Alors, je sais pas si c'est une idée reçue, ça encore. Moi, je pense que tu Moi, je gagnes- pense qu'il faut être, Faut être bon dans les deux. Ouais, faut être bon dans les trois. je dirais. Ouais, dans les trois. Aussi du plat, Après, le fait de travailler la descente, tu travailles l'excentrique et c'est ce qui est le plus traumatisant pour le muscle. Donc, si tu travailles pas cette partie-là, notamment pour les débutants en ultra trail, c'est vrai que tu peux vraiment le payer sur la globalité de la course. Donc, Moi, je j'aime. pense que c'est vraiment intéressant de travailler l'excentrique. Et si on peut pas le faire en montée en descente, ça peut être intéressant de le faire en musculation. C'est ce que j'allais dire. On va, poids de corps, on ouais. va y venir parce que j'allais justement dire, en m'adressant à Claude, les gens qui habitent dans des zones qui sont pas des zones montagneuses, où il n'y a pas de relief, où c'est très plat et qui veulent quand même se préparer pour un ultra, comment ils font? Ouais, de toute façon, tu peux. Parce que c'est ton cas, toi, t'habites. Bah, j'habite à Paris, mais maintenant j'ai déménagé, je suis un peu plus dans le Gers, donc c'est un peu plus vallonné déjà, c'est mieux, je suis pas très loin de l'Ariège, là où je vais un peu m'entraîner aussi, donc c'est plus cool. Mais c'est vrai que j'étais longtemps parisien, et tu trouves, tu peux trouver toujours des exercices qui vont venir pas le remplacer, mais qui vont quand même limiter le manque d'entraînement que tu peux avoir avec des montées d'escaliers. Des escaliers, il y en a partout, dans toutes les villes. Ça doit être chiant. Les ça, ces répéter séances. par une, par deux, par trois, en descendant. Après, voilà, s'il faut les monter, il faut faire des 50 000 marches. Donc, Ah ouais. faut envoyer. Et tu faisais quoi à Paris, par exemple? J'allais au Mont Valérien, j'avais 200 marches là. Je les montais 60 fois, 70 fois. Waouh. Les retours en hamster. Mais tu travailles ton mental là. En vrai, il faut toujours prendre le bon côté des choses. Ça démarre, c'est chiant, mais une fois que c'est fini, t'es content. Et en vrai, si c'est en ça, tu les fais pas tous les jours. T'en fais une fois tous les 10-15 jours. Donc Ouais. en vrai, c'est pas non plus. Et après, tu fais autre chose. Mais il faut varier aussi, c'est éviter l'ennui et c'est permettre de travailler plein de muscles différemment. Donc il faut pas hésiter à aller piocher un peu les idées des uns et des autres pour s'entraîner. Tu n'es pas obligé d'être dans la montagne et monter tout le temps, même si c'est quand même mieux. Les séances de marche, Ludo, de faire des 200 marches enchaînées 60 fois, ça te tente, ça? Non, mais moi après j'ai le terrain qui s'y prête. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Souvent, enfin, on organise des stages avec un de mes partenaires et on a souvent des personnes qui viennent De la d'une zone ville. plus plate et c'est difficile pour eux de leur dire comment s'entraîner à affronter une descente. Là, par exemple, sur la TDS, normalement, ils ont une descente de 2000 mètres. Quand on a que 50 mètres chez soi, quoi. C'est difficile en fait d'arriver à reproduire en fait cet effort et cet impact qu'on aura sur les muscles. Et peut-être que justement faire des stages ou des week-ends un peu montagne, ça peut être quand même intéressant, même quand on habite. Ouais, je pense En que ville, c'est sur des assez terrains plats, indispensable. Ouais, parce que pour le coup, les grandes descentes de 1000-2000 mètres de dénivelé négatif, si on ne s'est pas préparé, là, c'est un coup à plus pouvoir marcher en fait avant la fin de la course, quoi. Ah ouais. Là, sur la TDS, c'est Beaufort, qui est après cette grande descente de 2000 mètres. Alors, un petit peu moins, là, ils ont changé le parcours. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais ouais, c'est un petit peu le juste de paix aussi. Il faut pouvoir relancer, parce qu'après, on reprend 1000 mètres. Et après une descente comme ça, faut... On va revenir sur le renfort, parce que c'est un point important. Comment on prépare son corps à ça et comment on évite les blessures? Je me tourne vers toi, Ludovic. Est-ce qu'il faut faire du renfort? Est-ce que tu en fais, toi, du renfort? Alors, non. Non. D'accord. Là, je vais me faire engueuler par les gars. Non, je fais pas de renfort, mais je fais du renfort indirect. Je fais pas mal de travaux déjà, en fait, Ouais. que ce soit pour moi, pour mes filles. Donc, on va dire Travaux c'est un- de bâtiment, tu veux Ouais, dire? de bâtiment. Ouais, D'accord. ouais. Donc tu Ouais, un portes peu- des sacs de ciment. un peu tous les corps de métier. Donc voilà, il y en a qui Ok. sont plus éprouvants que d'autres. D'accord. La récup après l'UTMB ce sera la charpente. Elle arrive lundi, donc voilà. D'accord. La récup. Oui, Poser donc la tu charpente chez soulèves ma des fille. charges, même si c'est pas dans une Donc, salle de non, sport voilà, et des haltères. voilà. Bon, il y a un petit peu ça où je travaille aussi un petit peu le bois. Enfin voilà, il y a tout ça et il y a aussi quand même qui rejoint un petit peu de la prépa physique, l'activité hivernale en ski de rando. Où D'accord. on va travailler un petit peu l'intégralité plus en fait de muscles que juste la course à pied et qui a un intérêt aussi pour le trail avec le travail de haut du corps, quoi. Claude, toi, je crois savoir, je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit, que tu fais 4000 squats par mois. Sur mes derniers, cette année, je l'ai fait un peu moins, mais c'est vrai que généralement, quand j'étais à Paris, plus parce que j'avais pas suffisamment de côtes, j'arrivais à 4000 squats quelques jours avant la course. Je montais tous les jours, j'en faisais 50. Le lendemain, j'avais 55, 60. Je montais comme ça jusqu'à arriver j'en faisais 400 dans la journée. Pour travailler l'excentrique. Voilà, donc tous les jours, descentes. j'en faisais tous les jours. Alors après, j'ai eu quand même des petits soucis à force de les répéter trop souvent. D'accord. Mais c'est un très bon exercice quand tu peux pas faire
faire autrement, de bosser ça. Et l'excentrique, tu peux le travailler aussi avec, tu te mets sur les genoux, tu te tiens par les chevilles, quelqu'un te tient ou tu trouves quelque chose pour t'appuyer et tu redescends en te maintenant au maximum jusqu'à temps que tu te relâches et tu répètes cet exercice-là pour travailler l'arrière des cuisses. Mais c'est des petits exos comme ça que tu peux cumuler assez facilement chez toi sans besoin d'avoir une salle de sport. Et l'élastique, c'est un très bon exercice aussi. J'avais regardé récemment une vidéo d'un champion, alors il fait du roller skating, etc. Et il a plein d'exercices de renfort de cuisses avec les cuisses serrées, etc. Et c'est comme ça, en s'inspirant un peu de chaque athlète et de leurs petits tips qui font que tu te renforces. Hugo, toi, tu fais du renfo pour le swimrun. Je crois que tu es un mauvais élève là-dessus. Ah ouais, je suis le pire des élèves là-dessus. Le renfo, j'en fais pas du tout. Et puis moi, j'ai encore aussi une grosse vie pro à côté. Et donc, du coup, j'optimise le temps. Et c'est vrai que c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que le renfo, c'était génial, mais il faut pas que ça soit au détriment d'autres choses, et que, surtout notamment de la récup. Et donc, j'ai fait le choix de la récup aujourd'hui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Charlotte et Fred, vous qui êtes coach, préparateur physique, quand on prépare un ultra, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, à part les squats, comme le disait Claude, comme exercice de renforcement musculaire spécifique pour l'ultra trail? Charlotte? C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a les exercices à poids de corps, bien sûr. Donc, un peu tout ce qu'a cité Claude. Les squats, les fentes, les travails d'ischio, comme tu as pu le mentionner, de mollets, avec du travail sur différentes allures. Donc, ça peut être du travail sur du concentrique et aussi de l'excentrique, c'est-à-dire redescendre lentement, vraiment amortir. Donc retenir retenir la charge, retenir la descente. Pour vraiment essayer de simuler cette partie de travail sur les descentes, surtout quand on n'a pas de montagne à proximité de chez soi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais je pense que le travail en force max, alors c'est pareil, il faut que ce soit bien placé. Donc force max, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est essayer d'aller chercher le poids le plus lourd qu'on peut soulever, que ce soit en squat ou sur un autre... c'est ça, sur un autre peu de moment. répétitions. C'est plus le développement de la puissance. D'accord. Pour préciser, c'est vrai que renfo, on le met un peu à toutes les sauces. Mais renfo, ça peut être donc la force max pour travailler la puissance. Ça peut être le gainage aussi pour la ceinture abdominale. Et ça peut être la proprioception aussi, les chevilles pour mieux courir sur les chemins. Donc il y a plein de choses à dire sur le renfo. Mais c'est vrai que ce qui vient pour moi le plus important, c'est vrai que c'est les mouvements squat, chaise, fente, pour travailler l'excentrique en descente. Ça, c'est pas une option, en fait. Si tu fais pas ça en trail, à moins que tu habites en montagne et que tu vas courir en montagne tous les jours. Ou à moins que vous construisiez des maisons toute la journée, comme Ludovic Pomeray, en portant des parpaings. Je pense qu'il y a un petit circuit assez simple à mettre en place comme une routine de renfo, comme tu faisais finalement avec des squats. C'est ça, pour pouvoir s'y tenir. Parce qu'en fait, sinon, ce qui est difficile, c'est que c'est souvent ce qui saute le renfo, parce qu'on a la flemme, on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis le 4e jour, on laisse tomber. Et sur Donc, trouver un truc de 20 minutes, 5 25 exercices minutes, sur 20-25 minutes, un jour sur 2, mais que dans la régularité, petit à petit, on va vraiment se renforcer, et ça, c'est important. Et n'hésitez pas à vous faire coacher, les amis, quand vous préparez un gros objectif, parce que moi, je sais perso que sans coach, je suis incapable de faire du renfo, ça me saoule. Et avec un coach, un rendez-vous qui est calé, etc., si vous avez les moyens, évidemment, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se prendre un coach ou d'aller dans une salle, mais ça aide d'être encadré quand même pour tenir ses objectifs. Est-ce que ça a un intérêt de faire du vélo dans la préparation, Ludo? Ouais, vélo, ça demande aussi pas mal de temps, c'est assez chronophage, donc ça dépend aussi. J'espère en avoir plus maintenant. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, plus le temps de faire du vélo, mais je croise déjà beaucoup en fait avec le ski. C'est aussi une coupure mentale et d'avoir un sport qui est moins traumatisant que la course à pied pendant l'hiver. Donc c'est pas spécifiquement que le vélo. J'aime bien faire le vélo, mais voilà, c'est alterné aussi le trail se pratique plutôt quand même l'été, même si on peut en trouver toute l'année. Alterner à un autre sport en fait qui permet de récupérer un peu, quoi. Toi, Claude, tu fais beaucoup de vélo. Ouais, moi j'aime bien le vélo, j'ai toujours aimé le vélo. Et maintenant que j'ai un peu plus d'espace là où je suis, donc ça me permet de prendre vraiment 3 heures de plaisir sur une sortie et pas à Paris, une seule heure sur les 3.
Donc ça change tout. Et puis surtout, j'ai un vélo d'appartement aussi, parce que quand j'ai pas le choix, que j'ai les enfants, une fois qu'ils sont couchés, je vais pas devant ma télé, je me mets 1h30 sur mon bike. Alors le vélo d'appartement, Tu peux faire les deux, cela dit. Ouais, mais je peux être sur le bike devant la télé. Ouais, mais non, que je suis sur le bike, je suis sur le bike. Mais en vrai, je préfère, pareil, le vélo d'appartement, c'est contre-indiqué. J'aime pas le dépasser 1h15, 1h20. Je trouve qu'on transpire trop, l'intensité elle est pas la même, et c'est vraiment un complément. Faut faire que ça. Mais le vélo est très bon exercice pour limiter évidemment la surcharge. Et moi, je suis pas du tout un mangeur de kilomètres, donc. Non, mais c'est ça qui est important par rapport à ce que tu disais au début. Tu disais, moi, je cours que 60 km pour préparer l'UTMB, mais 60 km à pied en faisant à côté. Ouais, à côté, j'ai 100, entre 100 et 150 de vélos ça par semaine. Augmente quand même un peu le volume. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des ultras sans se blesser ? Est-ce que c'est pas inévitable finalement de se blesser? Ludovic. Je sais pas qu'est-ce que la blessure, quoi. Alors ça, vous voyez, au meilleur sujet. Ça répond à la question sans même répondre à la question. Donc la réponse est non, on ne peut pas faire d'ultra sans se blesser. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'une blessure? En fait, une blessure, c'est une fracture fatigue. Non, une tendinite. Ça fait des années que j'en ai, ça va, ça vient. Ça peut être mental aussi, pas forcément toujours physique. Ça peut... La fracture du mental. Il y en a beaucoup sur l'ultra. Alors, je repose la question. Est-ce qu'on peut faire des ultras sans développer de tendinite, sans se déchirer de temps en temps, sans avoir de fracture de fatigue, etc. Déchirure, de fracture de fatigue, je dirais oui. Tendinite, pour mon expérience, non. Mais bon, mais par contre, c'est gérable et c'est supportable. Ouais. Tu vis avec les tendinites? Ouais. Après, peut-être qu'au niveau nutrition, je pourrais faire des efforts pour les limiter, mais j'ai pas envie. Alors, on va y venir sur la nutrition. On va venir à la nutrition après. Un truc, quand tu fais du haut niveau, c'est que tant que tu peux t'entraîner, en gros, tu vas t'entraîner et bon, même si tu soulèves des charpentes en plus, mais voilà, tu cherches un peu les limites. Donc, c'est normal aussi d'enflammer un petit peu son corps de temps en temps. 10 jours d'arrêt pour les sportifs de haut niveau, je pense que mentalement, c'est dur. Beaucoup de gens pensent que l'ultra c'est mauvais pour la santé. On lit ça souvent sur les réseaux, que ça abîme forcément le corps. Vous en pensez quoi, Ludo? Est-ce qu'on peut parler de sport santé pour parler d'ultra trail? Oui, je pense que ça reste quand même. Ouais. Enfin, après peut-être que je suis un contre-exemple, mais ça fait quand même déjà 25 ans que j'en fais. Donc voilà, si c'était vraiment mauvais, je suis pas sûr que je serais encore là. Maintenant, voilà, ça dépend comment on le fait. S'écouter avec ce que dit Claude, je suis d'accord, mais pas trop quand même. En fait, moi, ce que j'ai toujours essayé de chercher, c'est, voilà, j'ai mal quelque part. En fait, quels sont les risques après, voilà. en fait? Qu'est-ce que tu risques? T'as mal musculaire, ok, tu risques rien, c'est tout. C'est dur et c'est tout. Mais c'est un très bon point ce que tu mentionnes là, parce que moi je reviens d'une très longue course là, qui fait 250 km en swimrun et en itinérance, et en fait j'avais deux choses dans ma tête. Une première de mon prépa qui me dit de toute façon après la pluie vient toujours le beau temps, tu sais pas combien de temps la pluie va durer mais ça va venir, et la deuxième chose c'est comme c'est dans les pays scandinaves, l'eau est très froide, je fais beaucoup de natation, ceux qui ont gagné ils ont fait à peu près 80 km de natation sur les 250 bornes, c'est assez énorme dans une eau à 13-14 degrés, et en fait il y a quand même des moments où tu viens à trembler énormément, et en fait la veille, je me retrouve avec les medics qui nous prennent tout un tas de constantes pour savoir comment la course va nous impacter ou pas. Et notamment, je mentionne le fait que les années d'avant, ils prenaient une petite pilule pour pouvoir être sûr de la température corporelle et qu'il n'y ait pas de danger. Et cette année, on ne la prenait pas. Je dis, mais pourquoi on ne la prend pas? Rupture, pas de moyens. Il dit, mais non, en fait, sur tous les tests qu'on a fait sur toutes les dernières années, bon, ça varie un petit peu, mais tu ne te mettras pas en danger. Et en fait, c'est vrai que c'est ce genre de petites perspectives que tu peux avoir par rapport à la douleur, par rapport à tout ça. Moi, en fait, toute la course, je me suis mis à trembler au bout de 4 heures. J'étais là, je vais pas tenir 60 heures comme ça. Et en fait, je me suis rappelé le médic qui m'a dit, mais de toute façon, il t'arrive quoi? Tu vas pas mourir? Donc, tremble. Et voilà, tu savais que tu allais faire de l'eau froide pendant 80 heures. Donc oui, tu vas trembler. Et c'est vrai que c'est des petits déblocages mentaux oui, tu fais un ultra trail avec 10 000 dénivelés. C'est pas dans la souffrance qu'on trouve la plus grande satisfaction du dépassement. C'est ça aussi la vraie question. Ça fait partie clairement de ce que recherchent aussi les gens qui font de l'ultra. Après, rappelons quand même qu'il faut, quand on commence l'ultra trail, respecter la progressivité, ne pas commencer par des courses extrêmement longues, commencer par des petits volumes d'entraînement, parce que là où on risque vraiment de se faire
très mal et de devoir arrêter carrément sa pratique, c'est quand on veut faire trop vite. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai un avis un peu plus partagé. Je pense que l'ultra est quand même pas recommandé pour la santé. Ouais. Le sport, oui, mais là, on est sur des distances qui sont quand même presque surhumaines, traumatisantes. Et pour les articulations, alors Ludo, c'est vrai que tu es un contre-exemple. Mais nous, pour les amateurs que l'on voit au quotidien, qui ont une vie pro, une vie de famille, alors je dis pas que tu ne gères pas tout ça, mais plus voilà. Et il y a quand même des grosses blessures. Donc c'est vrai que l'ultra, je pense que c'est des défis un peu uniques qu'on doit avoir dans sa vie. Mais faire ça très régulièrement, il y a que quelques personnes qui peuvent se le permettre, peut-être les élites. Mais c'est sûr, tu ne peux pas faire 3, on dit, voilà, un ultra, voilà, si tu en fais un dans l'année, c'est bien. Les pros, ils en font 2, 3. C'est ça. Mais c'est vrai que le commun des mortels, un ultra dans l'année, c'est déjà très bien. Ouais. Laisse le corps se reposer, se régénérer derrière, parce que tu prends quand même cher. Nous ne sommes pas tous Ludovic Pommeret. Il faut laisser le temps à la récup. Après, moi, je modérerais quand même, parce que sur des distances longues comme ça, en fait, on a des impacts qui sont moins importants, alors qu'ils sont beaucoup plus répétés, la répétition est beaucoup plus longue, mais par contre, les impacts sont beaucoup moindres, en fait. Et ça, c'est parce que tu vas pas assez vite, Ludo. Ouais, peut-être, mais je sais pas, quand on voit une descente sur un cerzinal, la force les impacts qu'il y a sur les articulations et les lésions qui sont faites, qui sont pas visibles, elles sont beaucoup plus importantes. Donc là, ce qui fait sur un ultra, c'est la répétition. Ouais, mais là, tu parles des élites finalement, parce que les amateurs, même sur un cerzinal, ils vont y aller quand même tranquille. Alors, il y a un autre point clé en ultra trail, c'est la nutrition. Si on ne s'alimente pas correctement, impossible de finir la course, puisqu'on part pour de longues heures, donc il faut manger. Ludovic, comment tu entraînes ton estomac ? Tu manges quoi d'ailleurs pendant la course ? Moi, je suis plutôt sur 60 grammes de glucides. Avec des gels ? Avec principalement des gels, du semi-liquide ou liquide, donc avec une poudre énergétique. Mon partenaire, il a des purées et des gels, mais je prends pas de barre, pas de solide. Pas grand chose de solide. Disons que moi j'ai du mal déjà en fait à prendre une barre, ne serait-ce qu'au niveau respiratoire. D'accord. Donc non, je suis plutôt sur sur un mix aussi. Est-ce que tu prends du salé des fois pour couper un peu aussi en fait, mon partenaire a un bouillon salé en fait, qui est pendant la nuit, j'aime bien le prendre aussi chaud et ça change un petit peu de saveur, même si on a les mêmes nutriments et puis le même apport glucidique. Mais ce qui est difficile sur l'ultra, c'est d'éviter l'écœurement et de continuer à vouloir déjà l'absorber et à le supporter. Bouffer du sucre pendant 25 heures, au moment tu peux plus, quoi. Ouais, c'est compliqué et des fois aussi c'est aussi mental en fait de plus, on n'a plus envie de le prendre, quoi. Ouais. Et on en a quand même besoin, quoi. Donc il faut quand même alimenter, même si on peut travailler plus sur un ultra, sur la filière lipidique, sur la lipolyse, mais on a quand même besoin d'apporter du sucre. Est-ce que tu t'arrêtes au ravito manger des vrais repas ? Plat de pâtes Non. On voit parfois ça, des ultra-trailers qui s'arrêtent manger. En 20 heures, t'as pas le temps de manger un plat de pâtes. Non, c'est mon tout premier à la Diag, c'était en 2009. J'avais mangé un peu de poulet, du riz. Mais non, c'est rare. Après, ça m'arrive des fois plutôt souple, mais pas quelque chose en fait de vraiment. Pas trop solide. Pas trop lourd. Toi, Claude, en tant qu'amateur, tu gères comment ta nutrition pendant la course ? J'ai trouvé là pour la préparation de l'UTMB que c'était la chose la plus ennuyeuse qu'il pouvait y avoir, de préparer toute sa nutrition et tout. Ça m'a fait mal à la tête de me dire qu'il fallait que je mange tout ça. Et j'avais fait l'expérience sur le Saint-Jacques l'année dernière où j'étais quelqu'un qui portait pas forcément trop chargé, une barre toutes les heures ou une compote, et j'avais des amis qui me disaient, moi je monte à 90 grammes de glucides par heure et tout. Ce qui est énorme. Je faisais les calculs, moi, avec mes barres, je devais même pas être à 40, et je dis, je vais essayer de faire ça. J'ai essayé ça sur le Saint-Jacques, j'ai été écœuré au bout de 50 km, je ne pouvais même plus boire de l'eau pure, chose qui m'était jamais arrivée. Et en fait, ça me convenait pas, c'est trop chargé en sucre, et aujourd'hui, il y a aussi quelque chose que j'ai appris récemment, et ça m'aurait bien aidé avant, c'est que j'avais pas de sucre dans mes boissons liquides. J'avais de l'eau pure et une boisson électrolyte. Et les électrolytes, c'est uniquement du sodium qui apporte tout le sel et le magnésium, tout ce qu'il faut dans la boisson. Mais il n'y a pas de sucre, hormis le petit parfum qui te mettent pour passer. Et en vrai, le seul sucre que j'avais, c'était par l'apport de mes barres, ce qui est très très faible. Donc là, je vais tenter évidemment de partir sur des boissons plus chargées
en sucre. Tu l'as testé avant quand même. Sur le vélo, sur les tables de Tour de France, j'ai chargé, ça passe. Et en vrai, je pense que c'est intéressant de vraiment se renseigner sur ça parce que ça fait quand même la différence si tu pars et que tu manges pas suffisamment régulièrement. Alors, c'est trop tard pour récupérer l'énergie. Sur une barre, l'hypoglycémie arrive assez rapidement en ultra, quoi. Et je pense qu'avec une barre, le temps d'ingérer tout, le digérer et que ça arrive, c'est plus d'une heure avant que tu elle est bien faite cette barre, donc c'est trop tard. Ce que disait Ludovic à l'instant, j'espère que tu l'as testé avant, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur une course de 100 bornes ou plus. J'ai un estomac quand même qui normalement assez tolérant sur pas mal de choses, je pense. Pour le commun des mortels. Des larves, hein, attention. Pour le commun des mortels, il vaut mieux avoir testé ce qu'on va manger pendant la course avant la course. Ça c'est super important de tester ces produits en fait. Et voilà, là il y a un partenaire qui est mon partenaire sur la course, donc ça tombe bien. Mais voilà, avoir testé ces produits-là, si vous pensez utiliser ce qu'il y a sur la course et les tester aussi dans les vraies conditions de course. Déjà, quand il y a le stress en plus sur la course, là, tu l'as testé en vélo. C'est déjà un truc, mais ça aurait été quand même bien de le tester en course à pied dans des conditions... J'aime l'aventure, moi. Ouais, voilà. En tout cas, est-ce qu'on peut dire qu'il faut absolument s'alimenter toutes les heures pendant un ultra ? C'est indispensable, Ludo ? Ouais, je pense quand même les heures, ouais. On ne peut pas manger une barre... une fois toutes les 2 heures, 3 heures, ça passe pas, quoi. Je pense que c'est important de prendre en considération aussi que plus tu vas passer de temps sur le sentier, plus ça sera difficile pour toi de t'alimenter. Donc tout ce qui est solide, barre, qui est plus difficile à mâcher, il vaut mieux les ingérer avant sur le début de course où tu as plus de facilité. Terminer avec les compotes, les gels sur la fin qui sont plus faciles évidemment parce que tu vas plus avoir de salive, parce que tu seras dans l'écœurement. Bon, après, comme je dis, voilà, il y a toujours 40 heures, c'est pas 20 heures en vrai. Donc au final... je pense que c'est important de se renseigner et d'essayer d'adapter au mieux de ce que toi tu peux faire. Il y a un truc important que tu as dit aussi, c'est que une fois que l'hypo est arrivé, c'est trop tard. L'hypoglycémie, tu peux pas dire ah ouais mince ça y est je me rends compte. Je suis un peu vaseux, je me sens pas très bien. Mince, c'est vrai, j'ai pas assez mangé. Là, c'est trop tard. C'est trop tard, tu peux plus manger, tu vas le payer trop cher. Ton organisme, il est déjà... Au moins 1 heure pour revenir. Quoi. Ouais, moi, franchement, maintenant, avec les technologies qu'on a, on n'a pas tous des montres connectées, etc. Mais tu peux te mettre comme des rappels sur ton téléphone ou sur ta montre. Moi, elle sonne toutes les demi-heures. Ça me rappelle que je dois ingérer une barre ou un gel. Si je suis dans une montée et que c'est compliqué, je peux repousser un peu. Mais en soi, je trouve que quand même, maintenant, aujourd'hui, tu as tous les outils quand même pour pas oublier de t'alimenter. Vos pires expériences nutrition ratées, c'est quoi, Ludo ? Moi, ça m'est déjà arrivé, hypoglycémie ? J'en ai déjà eu, ouais. Et puis des hypos, en fait, qui peuvent être vraiment sévères, où tu as vraiment la tête qui tourne. Donc là, c'est quoi, tu t'arrêtes ? C'est difficile. Sur un ultra, on a quand même le temps de revenir, mais c'est un moment où ça met vraiment un grand coup. Tu as déjà gagné une course avec une hypoglycémie ou... Non, non, mais par contre, j'ai abandonné pas mal de courses pour des problèmes gastriques et j'ai mis assez longtemps à trouver ce qui me convenait au niveau nutritionnel. Et je pense qu'il y a aussi une adaptation de l'estomac à gérer ça en fait dans l'effort. Et au début de mes courses, ça m'est arrivé même être en tête et pas terminer la course à 8 km. Quoi. Ah ouais. Et d'être sur le bord du chemin. Et puis... ah ouais. Donc, ça peut être un truc assez compliqué. Et souvent aussi, il y a souvent des problèmes. Alors j'espère, je croise les doigts pour ce week-end, mais il y a souvent des problèmes en fait qui sont pas forcément liés à ce que tu as mangé ou ce que tu manges en course, comment tu as préparé, qui sont aussi liés à tout l'environnement. Et c'est d'autant plus vrai sur l'UTMB où il y a beaucoup de pression par rapport aux médias, par rapport aux partenaires. Et c'est un facteur en fait qui est aggravant pour les problèmes gastriques. Quoi. Claude, ton pire fiasco nutrition ? Ouais, au Saint-Jacques, 20 km entre 2 ravitaux et 20 km en PLS. En vrai, d'énergie, je ne pouvais pas relancer sur le plat. Je voyais tout le monde me dépasser sur le plat et je ne pouvais pas ingérer, même boire de l'eau plate. Tu vomissais direct ? Je vomissais pas, mais je n'acceptais pas en fait. Et même je me disais à ma tête, allez, c'est pour toi, c'est pour ton bien, oblige-toi. Et en vrai, même en me faisant ça, c'était compliqué. Et après, au ravito d'après, il y avait un peu de soupe chaude, etc. J'ai pu m'asseoir, boire de soupe chaude et des pâtes et je suis reparti. Mais en vrai, ces 20 km-là, ça a été un chemin de croix, vraiment. Ouais. En termes de chaussures, pour un premier ultra trail, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors évidemment, notre partenaire aujourd'hui, c'est Oka, donc les Oka, nous on adore, mais qu'est-ce que vous conseillez Ludo, pour un premier ultra comme type de chaussures ? Là, le sujet est vaste, parce que il y a plein de sensibilités différentes par rapport aux chaussures. Moi, je recherche avant tout, en fait, alors, ça change un petit peu maintenant quand même avec des objectifs de performance, mais avant tout, je recherchais en fait le confort quoi, sur l'ultra. Si je rentrais dans une chaussure et que je sentais déjà un truc qui
me convenait pas. Au bout de 160 bornes, ça va pas faire. Donc c'était le premier point. Maintenant, je cherchais un peu plus aussi, légèreté, performance, relance, dynamisme. Mais voilà, je dirais que si c'est pour tout le monde, je cherchais vraiment quelque chose où vous vous sentez bien dedans. Et pour moi, ça passe quand même pour une chaussure qui est un peu amortie, quoi. Ouais. Je suis pas fan du minimaliste et je pense que pour un ultra, c'est pas. En tout cas, nous, on a testé le nouveau modèle de notre partenaire Hoka, les Mafat 5. Moi, je les trouve super pour du trail. Claude, toi, Moi, je serais sur la Mafat Carbon X. Je trouve que c'est une chaussure qui allie ce que je recherche. Ça veut dire une protection, un amorti. Mon pied se sent sécurisé dedans. Peut-être un peu moins accrocheuse que la Mafat, la dernière Mafat, mais en soi, je me sens vraiment bien dedans. Je trouve qu'elle fera le travail, je pense, sur l'ultra, et changer à la limite à mi-course si tu as trop mouillé, s'il a trop plu, quoi que ce soit, tu peux toujours changer. Mais une chaussure qui te convienne, c'est une chaussure. Moi, j'étais au courant, ça. On peut changer de chaussure? T'as des ravitaillements avec assistance. À l'assistance, tu pourras changer de chaussure si tu as besoin. Soit tu as quelqu'un, soit tu as amené un sac de délestage. Je savais pas. Et donc tu peux. Même d'habits, tu peux te changer, heureusement, quand même. Tu peux prendre ta douche aussi, tu peux aussi dormir. Tu peux dormir un peu aussi, si tu veux. Tu peux donner un coup de téléphone, te mettre sur le côté. Non, je savais pas qu'on pouvait changer de matériel. Moi, oui, en tout cas, c'est prévu que j'ai 2 paires de chaussures au cas où il y a un incident sur la première ou quoi que ce soit. Enfin, on sait jamais. Mais a priori, je ne changerai pas. Mais... Si vous aviez un seul conseil à donner aux gens qui nous écoutent, Ludovic et Claude, pour préparer son premier ultra, ce serait lequel? Pas trop écouter tout ce qu'on dit et puis trouver sa voix. Ça, c'est un bon conseil. La régularité dans tout, en fait. Avoir quand même une certaine hygiène et surtout une mentalité de suivi régulier. C'est pas, vaut mieux courir des fois 3 fois 15 minutes dans la semaine, 3 fois 15 km dans la semaine qu'une seule fois 40 km le dimanche, en fait. Tu vois, la régularité fera que ton corps assimilera mieux les choses. Charlotte, un conseil, s'il y en avait qu'un? Non, je rejoins Claude sur la régularité. Et oui, ça peut être la régularité, que ce soit en nutrition, à l'entraînement, sur le renforcement, sur la récupération, même sur la préparation mentale éventuellement pour de l'ultra. Mais ça me paraît l'élément clé. Fred? Il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés. Je les trouve tous hyper pertinents, importants et top. Donc je vais m'orienter vers le choix de l'objectif. Le choix de l'objectif, choisissez un objectif que votre corps est quand même capable d'encaisser un minimum, c'est-à-dire à la hauteur de votre expérience, de votre entraînement disponible, etc. Pour que ce soit pas non plus un chemin de croix du début à la fin, pas être dégoûté et juste que trouver le bon ratio entre challengeant et réalisable, quoi. Hugo? Moi, j'irais dans cette continuité-là, de pouvoir construire et prendre les petits tips un peu à droite à gauche pour être aligné par rapport à son objectif et pas forcément aller faire comme font les champions ou comme font les derniers. Avoir vraiment sa propre voie et prendre le meilleur de partout et être patient par rapport à ça. Il faut tester et on ne trouvera pas l'équation parfaite au premier coup. Et moi, je dis souvent, vaut mieux des fois se donner 2 objectifs, voire 3 objectifs. Tu as ton objectif principal que tu peux annoncer, dire à tout le monde, auquel tu sais que tu vas pouvoir t'y tenir à 90%. L'objectif sous-objectif, c'est un objectif que tu peux, que tu aimerais, et puis tu as l'objectif optimal. Et en vrai, tu vas forcément réaliser un des 3. Donc tu ne seras jamais déçu au final, vraiment. Vas-y, balance tes objectifs. Toi, terminé. Et on a le même objectif déjà. Optimal, du coup, c'est officiel, quoi. Terminé. Après, prendre du plaisir. Et puis après, il y a un objectif aussi de temps, si toutefois on est bien. Mais après, ça, c'est adaptable en fonction des conditions tout le temps. Ludo, tu vises la gagne cette année? J'ai le même objectif que lui. Terminé. On y croit tous. Et puis après, le non officiel, c'est plus 21h, mais après, ça dépend moi. Si j'arrive à me tenir à peu près à ça, après, je peux pas te dire par rapport aux autres. On n'est pas tout seul. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le monde de l'ultra trail, on va faire un petit point jargon, les amis, parce qu'il y a un jargon dans l'ultra. Fred, tu as listé quelques termes et expressions à connaître absolument quand on se lance dans l'ultra trail, parce que sinon on comprend rien pendant les dîners et on passe pour un idiot. J'espère qu'on les connaît, Claude. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'était un des objectifs de Claude de faire une kill cam à Ludo pendant la course, mais bon, ça, il n'a pas encore... C'est quoi une kill cam? C'est quoi une kill cam? C'est nouveau, ça, kill cam. Alors voilà, premier terme, est-ce que ça vous parle?
Et ça a été apporté par, C'est quoi, je c'est crois, triathlète, un ça, influenceur qui s'appelle Clem qui court et qui a apporté ça récemment. Je connais pas. Ça consiste à doubler les gens, c'est ça, en les Ouais, filmant. en gros, tu es en train de te filmer et tu doubles un pote ou un mec de ta tu le communauté déposes. ou Ludo. Tu En doubles vrai, là, Ludo Pomeray, tu le Tu filmes. lui poses une grosse mine et là, tu te filmes en faisant un petit sourire. Tu dis coucou. Bon, au Et moins, tu lui dis, ça va allez, pas Ludo. arriver, ça c'est bon. En fait, Ouais, c'est sans la petite respirer, tape, c'est ça. c'est la petite tape au cul, mais version 2025. quoi. Ok. Deuxième terme. Alors, deuxième terme, casser de la fibre. Oui, ça oui. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Travailler les descentes pour vraiment casser un peu la fibre musculaire pour qu'elle se reconstruise encore plus durement et plus fortement. Ok. Ok, parfait. Le KV. Oui. C'est quoi le KV, Ludo? C'est kilomètre vertical. Donc, Alors ça veut dire quoi, c'est- kilomètre vertical? bah, Parce que c'est ça un- vous paraît évident, mais ça l'est pas pour tout. non, mais c'est 1000 mètres de dénivelé positif à faire. Et puis après, par contre, le kilométrage est différent. Ça va de moins de 2 km de distance jusqu'à. Ça dépend. Enfin, il n'y a pas La vraiment. pente, pourcentage de la voilà, pente. c'est le pourcentage de la D'accord, pente. donc c'est en gros c'est une plutôt- montée très très raide avec 1000 mètres de Souvent, dénivelé positif. enfin, les plus rapides sont souvent les plus raides. Ouais. Ensuite, on en a parlé, le drop et le stack. Ouais, drop, c'est la différence entre la hauteur qu'on a sur l'arrière du pied et l'avant du pied. D'accord, Donc, et puis le stack, c'est la hauteur de la chaussure en fait. d'accord. Donc ça, c'est peut des être- caractéristiques différent parce techniques qu'on de peut chaussures. avoir, ouais, on pourrait avoir une chaussure épaisse tout le long avec un drop à 0 qui a certaines marques et souvent on a plus d'épaisseur en fait en talon qu'en avant-pied. Un single. Un célibataire. Non, c'est pas ça? Non, non, non. Ouais, on parle d'un sentier en fait, un monotrace c'est single trail, donc c'est C'est un type de sentier? c'est un type de sentier qui, à contrario des pistes un petit peu plus larges, c'est un sentier qui est relativement, enfin une seule trace, monotrace. Le dernier, je vous le souhaite pas. DNF ou DNS. Do not finish. Et l'autre, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, do not start. T'as pas pris le départ pour le start et do not finish, et bah, t'as pas terminé la course. Mais ça vous concerne pas. On en est sûr. Pour l'instant, non, mais on verra. Et du coup, c'est l'heure de l'interview tapis et c'est Ludo Pomeray qui va s'y coller, mesdames et messieurs. Bon Ludo, je te rappelle le concept très rapidement, il n'y a rien de plus simple. Je vais te poser des questions liées au sujet du jour, donc à l'Ultra Trail. Et à chaque mauvaise réponse, j'augmente la vitesse. Voilà, jusqu'à ce que tu craques ou que tu n'arrives plus à répondre aux questions. Allez, c'est parti, t'es prêt? Allez, c'est parti. Première question. Tu as remporté la Hard Rock 100 cette année. Quel a été le temps de la première femme à la minute près? 25h50. Ah, il est bon. 25h50 minutes, 23 secondes. Par Katy Scheid, qui a fait une performance assez incroyable sur cette course, puisqu'elle a fini 6e au scratch devant beaucoup d'hommes. Quel âge a Katy Scheid? 34. 33 ans. C'est dommage, t'étais pas loin. Allez, j'augmente un petit peu. Je suis dur, c'est le début, c'est normal. Après, on verra, je serai plus clément. Qui a remporté le Grand Raid des Pyrénées sur le parcours du 160 km il y a quelques jours? C'est l'Espagnol? Non, c'est Gwendal Moisan, je sais pas comment on le prononce, Moisan. Gwendal Moisan en 21h49 minutes et 7 secondes. Allez, on passe à 13 km/h. On est à 13 km/h. De quel trail le documentaire Les naufragés d'Angolon parle-t-il? L'Ultra Trail du Haut-Gifre. Le 15 juin 2024, cette course tourne au drame parce que les concurrents qui s'engagent dans la descente de la pointe d'Angolon dans des conditions météo désastreuses ont des accidents. Il y a même des trailers, je crois, un trailer qui est décédé, il me semble, malheureusement. Et donc l'équipe a réalisé un documentaire sur cette catastrophe. On passe à 14. Comment s'appelle l'église de Chamonix en face de laquelle arrive l'UTMB? C'est la place de l'amitié, alors il y a l'église de l'amitié, mais je ne sais pas qui est. Non, c'est l'église. L'amitié, l'église C'est l'église Saint-Michel et Prieuré. Ah là là, il faut réviser tes classiques, Ludo. On monte à 15 km/h. C'est quoi ton pronostic pour l'UTMB cette année côté homme? Côté homme. Sachant que tu y Ah, participes. faut que François il laisse quand même un petit peu de la place aux autres. D'accord. François Den. Ouais. Non, mais ouais, François il sera pas mal, mais je vais dire, je vais rester sur ce que j'ai dit, Ben Diman. Ok. Ben Diman en 1. Ouais. Bon, allez, pour le fun, Théo. Théo. Théo Détienne. En 2 alors. Ouais. Et en 3.
Ouais, non, François, il sera là quand même. Ok. Donc tu joues le modeste, tu te mets pas dans le top 3. Ah ouais, non. Allez, question suivante. On est face à l'aiguille du Midi. À quelle altitude culmine cette fameuse aiguille du Midi? 3817. Combien? 3817. 3817? Ouais. Non, 3842. Non, j'aurais pu te l'accorder, mais on est quand même un tout petit peu loin de la précision. Allez, on monte. On monte à 16 km/h. Ouais, moi je veux de la précision aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de guides font partie de la compagnie des guides de Chamonix? À 20 guides près. Allez, 120. 120, 160. 160 guides et 60 accompagnateurs en montagne. Allez, je t'augmente à 3% d'inclinaison. On est donc à 16 km. Oula, non, là j'ai mis 15. Là j'ai mis 15. Attends, il y a un bug. Attends. Non mais. Bon, allez. Bon, ça marche pas, on restera à 2,5. Alors attention, question compliquée. Dans quel département ne se trouve pas le massif de Beldon? Savoie, Haute-Savoie ou Isère? Savoie. Très bien, bonne réponse. Le massif de Beldon ne se trouve pas en Haute-Savoie. Il est principalement situé dans le département de l'Isère, mais son versant nord-est se trouve en Savoie. En quelle année a eu lieu la première édition de l'UTMB? 2003. Bonne réponse, Ludo. Combien de coureurs ont pris le départ la première année de l'UTMB en 2003? À peu près. À 700. 700, exactement. 700 coureurs ont pris le départ. Qui est le plus vieux vainqueur de l'UTMB? Le vainqueur de l'UTMB le plus âgé? Marco Olmo, 56, 57. 58 ans, exactement. Marco Olmo, 58 ans. Il a remporté l'UTMB pour la seconde fois d'affilée en 2007. Mais donne une mauvaise réponse, tu veux t'arrêter aussi. Tu pratiques aussi le ski alpinisme, Ludo. Qui a remporté la Pierre Manta cette année? Bien Bombardier, on nous a dégagé. Bonne réponse. Et quel a été leur temps sur l'épreuve? 12h32. 10 h 7 minutes et 24 secondes. Allez, on passe. 2h30, c'est bien. On passe à 18 km/h. Je te rappelle que tu peux arrêter à n'importe quel moment. Et je te rappelle aussi que tu as l'UTMB dans quelques jours. Donc je te conseille de ne pas te pousser trop dans tes retranchements. Tu as toi-même participé à la course, Pierre Manta. Quel était ton chrono final avec ton partenaire Rémi Berchet? 12 h 16 minutes. Tu as fini à la 19e place. On passe à 20 km/h, à 19 km/h. On passe à 19 km/h. Tu l'as gagné. Quel était ton numéro de dossard sur la Pierre Manta? 25. 26. C'est dommage. On passe à 20 km/h. Il va falloir que tu termines parce que, oh putain. Non, mais attends, je suis au maximum du tapis. Le tapis, il va pas plus haut que 19,3. Combien de fois Claude a-t-il gagné Koh-Lanta? Non, 0. Mais il a participé 4 fois à l'émission et il a été finaliste en 2020. Je te mets un peu plus d'inclinaison du coup. Combien la Folie Douce compte-t-elle d'établissements? 3. 8. On passe à 4. Bravo Ludo. Impressionnant. Bon, on est quand même monté à 19,3 km/h. Ce tapis-là, c'est pas notre tapis habituel, il monte pas plus haut. Normalement, on monte jusqu'à 23-24 km/h. Non, là, je t'ai mis quand même du 4% de pente à la fin, donc bravo Ludo. Bravo, on te souhaite tout le succès possible sur l'UTMB. L'entraînement portera ses fruits dans 3 jours. Misez sur ça alors. Ouais, quand les gens écouteront ce podcast, on saura quel a été ton résultat sur l'UTMB. Donc voilà, ils pourront regarder ce podcast avec le résultat en connaissance de Claude. En connaissance de Claude. Claude, on te souhaite aussi le meilleur pour cette course. Merci à tous les deux d'avoir participé à Safe Pace. On a appris plein de trucs et je pense que les gens qui préparent leur premier ultra trail seront contents de vous avoir écouté pendant 1 heure et on a appris vraiment plein de choses. Je rappelle ton livre, Ludo, À Contretemps, qui sort en septembre dans toutes les bonnes librairies et qui revient sur ton parcours. Merci encore, merci l'équipe. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Safe Pace. Bye bye. Salut à tous. Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément.